Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez compris, on revient sur le dernier PLE de la WWE qui s'est déroulé à Riyad en Arabie Saoudite, Crown Jewel. Juste avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui sont passées sur le live hier soir, au moment où je tourne, en tout cas c'était hier soir. Ça s'est décidé sur un coup de tête et je me suis dit tiens, si la connexion est bonne, si je tentais de faire un live react au show, ça a fonctionné, on a pu voir le show avec quelques personnes. Je salue quand même ceux qui sont passés sans forcément laisser de commentaires, c'était déjà très cool. Merci tout le monde. C'était une première pour moi, c'était peut-être pas parfait, je sais pas si j'en referai honnêtement. 4h20 de live, je me rends compte que c'est dur, surtout quand t'es pas habitué. En tout cas, c'est un truc que je kiffe faire et que j'aimerais pouvoir faire plus souvent, des lives, parce que le fait d'interagir, de faire des trucs comme ça sur un coup de tête, pas forcément, tu vois, des reacts ou des trucs comme ça, mais voilà, je voulais juste en parler parce que c'est cool. Et merci encore à ceux qui sont passés sur le live. Voilà. Bon, maintenant, Crown Jewel, qui s'est déroulé hier soir, donc c'était même pas dans la nuit, hein, c'était de 18h à c'était 21h40 à peu près, ça s'est terminé. Et le show, c'était comment? On va voir ça dans quelques instants. Je vais me décaler pour laisser la place aux images des matchs. Déjà, on peut commencer par dire que le stade était plutôt cool, le stage était sympathique. Bon, comme à chaque fois en Arabie Saoudite, on met le budget, hein, là y a pas de problème. En tout cas, la foule a répondu présente à certains moments, mais ça on va y revenir juste après justement. Et donc on va commencer par le match qu'il y a eu dans le kick-off. Sami Zayn était opposé à JD McDonough dans un match de 10 minutes qui était plutôt sympa. Je vais pas rester longtemps dessus parce que c'était le kick-off, c'était sans importance. Victoire de Sami Zayn sur une Blue Thunder Bomb, le match était plutôt cool. Il y a eu un joli dropkick à la volée porté par JD McDonough que j'avais bien aimé. Sinon pas grand chose à retenir, c'était sympathique. Voilà. Et on enchaîne tout de suite avec la carte principale et on a commencé très fort avec le match entre Drew McIntyre et Seth freaking Rollins pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. J'avais des grosses attentes pour ce match, c'était peut-être le match que j'attendais le plus et franchement je pense que c'est le match que j'ai préféré de la soirée en fait. Alors Drew McIntyre, on n'a pas eu un gros développement de personnage, on sait pas s'il est plus gentil, plus méchant, pour l'instant on est toujours entre deux. Une chose est sûre, c'est que le public a beaucoup chanté pour Seth Rollins, mais une fois que la cloche avait sonné, ça a quand même pas mal chanté pour Drew McIntyre. Le public était parfaitement partagé entre les deux, ce qui a quand même donné une bonne ambiance et le match a répondu aux attentes. L'un des premiers spots que j'avais bien aimé, c'est quand Seth Rollins tente un topé à l'extérieur et que Drew McIntyre le rattrape pour lui porter une belly-to-belly suplex, c'était plutôt joli. Il y a eu aussi ce spot qui était plutôt stylé dans l'idée mais qui n'a pas très bien rendu à la caméra malheureusement. C'est Seth Rollins qui a, je sais plus trop ce qu'il a fait, il est debout sur les mains en quelque sorte sur le coin et McIntyre l'a rattrapé avec un espèce de claymore, c'était stylé. Mais on a bien vu que ça touchait pas, donc c'était un peu dommage. Il y a eu aussi un petit enchaînement Seth Rollins que j'ai trouvé vraiment stylé, une Springboard Swanton Bomb, j'avais jamais vu ça avant. Enchaîné avec un Springboard Moonsault, c'était plutôt stylé. Il va obtenir un compte de 2, bien évidemment. D'ailleurs, en parlant des comptes, ils ont été très forts au niveau des dégagements, les deux. Parce que même pour un malheureux coup de poing, ils se dégageaient à 2.99. À chaque tombée, je me suis dit, mais ça va vraiment partir à un moment. En tout cas, le suspense était là, ça c'était plutôt cool. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce match, c'est que c'était vraiment un rapport de force entre deux excellents catcheurs. En gros, t'en as un qui porte une prise, il tente d'en enchaîner une autre, mais t'as l'autre qui recontre, il tente de renchaîner, ça recontre derrière, ça recontre, ça s'enchaîne de contre. Je kiffe trop quand ça part comme ça. À un moment, on a pensé que Drew McIntyre allait plier le match, il a tenté son Claymore Kick, mais que Seth Rollins a contré en super kick pour enchaîner avec un stomp et obtenir un compte de 2. Un peu plus tard, Seth Rollins tente de porter son Moonsault un peu bizarre, là je sais même plus comment ça s'appelle, vous me direz dans les commentaires. McIntyre esquive, Claymore Kick dans la gueule de Seth Rollins et tourne compte de 2, bah non, oui, quand même pas. Et on arrive vers la fin du match où Seth Rollins esquive un énième Claymore Kick de Drew McIntyre pour lui porter un pedigree suivi d'un stomp et pour obtenir le compte de 3. Victoire donc de Seth Rollins, que beaucoup de gens attendaient, mais au vu de la construction du match, de la storyline, tout ça, et de l'évolution du personnage de McIntyre, j'ai trouvé ça un peu dommage quand même qu'on tente pas de donner le titre à McIntyre, ça aurait été plutôt cool. Il n'y a pas eu d'intervention, pas de Judgment Day, enfin ça c'était jusqu'à l'après-match. Puisque quand Seth Rollins célèbre, alors qu'on a eu des plans où on a beaucoup insisté sur la frustration de Drew McIntyre et le fait que Seth Rollins avait mal au dos, parce qu'il a pas mal vendu le dos encore une fois Seth Rollins bien sûr dans le match, la musique du Judgment Day retentit. Damien Priest, Mr. Money in the Bank, enfin Senior Money in the Bank pardon, débarque avec un arbitre pour tenter d'encaisser sa mallette et il se fait agresser par un mec capuché. C'est Sami Zayn. Voilà, Sami Zayn qui venait de battre JD McDonough dans le kick-off, attaque Damien Priest, lui vole la mallette au moment où il allait cash-in et se barre avec la mallette. Bon, je peux comprendre qu'on veuille garder la mallette de Damien Priest, qu'on veuille garder le cash-in pour un moment peut-être plus important. C'est vrai qu'en termes de cohérence, ça fait grincer les dents, hein, le cash-in de Damien Priest qui ne s'est pas fait à Payback ou à Fastlane quand Seth Rollins était complètement en miettes. Et puis même, ils auraient pu juste envoyer Dominic et Finn Balor en plus, en soutien.
Mais non, ça faut croire que c'est trop compliqué pour eux. J'espère juste une chose, c'est qu'ils vont pas faire foirer le cash-in à Damien Priest parce que j'aime trop Damien Priest en ce moment, j'ai pas envie que ça foire quoi. J'ai envie que ça amène quelque part. Bon bref, premier match qui était vraiment très cool que je vous recommande. C'est je pense le match que je vous recommande le plus de la soirée. En tout cas celui que j'ai préféré. Et on enchaîne tout de suite avec le Fatal 5-Way où le championnat féminin de Rhea Ripley était défendu contre Zoey Stark, Nia Jax, Raquel Gonzalez et Shayna Baszler. Et contrairement au match précédent, j'avais aucune hype pour ce match. J'avais vraiment pas envie de voir ça. J'aurais tellement préféré qu'on construise sérieusement une Zoey Stark ou une Shayna Baszler pour affronter en 1 contre 1 Rhea Ripley. Après c'est peut-être ce qui est prévu derrière. Mais quand même, j'ai été agréablement surpris par ce match. Bon du coup les 4 challengers font leurs entrées, des entrées normales, ça se regarde. Et puis là on a une des lumières vertes qui arrive, une musique arabe un peu calme, un peu intense tu vois, avec des saoudiens qui arrivent avec des espèces de je sais plus quoi, qui se mettent en rang comme si c'était une entrée de l'Undertaker, sauf que là c'est des saoudiens, c'est pas pareil. Et Rhea Ripley fait son entrée, gros star power, gros charisme, grosse entrée pour Crown Jewel. On sent vraiment que Rhea Ripley est devenue une des grandes stars de la WWE et moi je suis extrêmement fan actuellement. Elle est la seule du show carrément je crois, à part peut-être Logan Paul avec son buggy mais on en reparlera, à avoir eu une vraie entrée cool. On commence tout de suite avec tout le monde qui se tourne vers Nia Jax et cette dernière qui quitte le ring parce qu'elle sent que ça sent pas bon. Et donc elle va prendre un peu son temps à l'extérieur pendant que les autres vont s'enchaîner de roll-up. Voilà, partout dans le ring, chacune leur tour. C'était assez intéressant et ça a donné déjà un petit rythme intéressant au match. Et à l'issue de tout ça, Rhea Ripley est debout, Nia Jax arrive et on a le face-off que tout le monde attendait, mensonge, entre Rhea Ripley et Nia Jax. Après j'avoue il s'est pas passé la masse de choses et le public d'ailleurs n'a pas forcément rendu hommage à ce match qui était pourtant plutôt sympa. Je vais reprendre les mots de Monsieur Santizap. En fait le public était assez sélectif dans sa façon de réagir. C'est-à-dire que les matchs féminins il y avait quasiment pas de bruit. Le public s'en foutait un peu, on dirait. Bon, du coup, on avance un peu dans le match parce que j'ai pas tout noté, hein, je me rappelle plus de tout. Et il y a ce spot que j'ai trouvé particulièrement cool où Shayna Baszler a commencé par faire une espèce de clé de jambe à. C'était Raquel, je crois. C'était Raquel Rodriguez, il me semble. Rhea Ripley tente d'intervenir, mais elle est prise aussi dans une clé de jambe à son tour par Shayna Baszler. Et à la fin, c'est Nia Jax, il me semble, qui se fait prendre dans un étranglement par Shayna Baszler. Donc il y a les trois femmes qui sont prise dans une soumission, j'ai trouvé ça plutôt cool. Zoey Stark vient mettre fin à tout ça en mettant un coup de pied à Nia Jax et à Shayna Baszler. Mais c'était un de mes spots préférés de la soirée, j'ai trouvé ça plutôt fun. Et alors il y a juste un truc que j'ai pas trop compris. Nia Jax a plusieurs fois tenté de porter sa descente sa descente du cul, je sais pas comment on appelle ça. Une fois sur Shayna Baszler et une fois sur Zoey Stark. Et pour une raison que j'ignore, Raquel Rodriguez a sauvé Zoey Stark et Shayna Baszler. C'est-à-dire qu'en gros elles étaient en position, elle les a tirées. Juste parce qu'elle voulait frustrer Nia Jax, je sais pas. J'ai pas trop compris sur le moment. Et alors on arrive au finish que j'ai trouvé très étrange sur le moment, mais maintenant que j'y pense, j'ai trouvé ça plutôt fun en vrai. On se retrouve dans une situation où Nia Jax est out, Shayna Baszler est au sol, elle est à côté d'un coin, Rhea Ripley et Zoey Stark sont sur la deuxième corde. Rhea Ripley prépare son Riptide sur Zoey Stark qui vraisemblablement retomberait sur Shayna Baszler qui est juste en dessous. Et Raquel Rodriguez elle se dit tiens je suis persuadé que j'ai le temps de faire le tomber avant qu'elle retombe. Donc elle tente le tomber sur Shayna Baszler et manqué du coup Riptide sur Zoey Stark, sur Raquel Rodriguez et sur Shayna Baszler, les trois d'un coup tu vois, et tomber sur Shayna Baszler, victoire de Rhea Ripley. Le finish était étrange, vraiment, mais Raquel Rodriguez elle a eu des décisions ultra bizarres dans ce match, j'ai pas trop compris le délire. Mais en tout cas victoire logique, le match était plutôt cool, ça a vraiment excédé mes attentes et j'étais plutôt content, voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. On peut enchaîner avec le prochain match du coup. Et le prochain match, qu'est-ce qu'on peut dire du prochain match? John Cena, the greatest of all time, le GOAT comme tout le monde l'appelle désormais, contre l'Enforcer Solo Sikoa. Ça a été vraiment le ventre mou de la soirée. Vraiment j'ai pas aimé du tout ce match, j'ai vraiment pas aimé ce match. Donc la storyline c'était que John Cena, on sait pas trop s'il est encore capable, mais je vais jamais abandonner, donc je vais affronter Solo Sikoa, j'ai pas peur. Et Solo Sikoa, lui il insistait sur son Samoan Spike qui pourrait le mettre fin à ses jours ou je sais pas trop quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant quand même au début du match qu'on joue sur ça. Solo Sikoa il commence le match, il est en position de Samoan Spike tu vois avec son pouce, et John Cena sur les premières minutes il va focus le bras de Solo Sikoa, il va tordre les doigts, il va lui mettre des coups au bras tout simplement. J'ai trouvé ça plutôt intéressant pour faire en sorte que Solo Sikoa soit affaibli et ne puisse pas porter le Samoan Spike. Et le match a commencé à être très lent et très chiant quand Solo Sikoa a pris le dessus et a donc imposé son rythme très lent que Roman Reigns a dû lui enseigner. Il va tenter plein de Samoan Spike mais mon cet abruti prend toujours 40 minutes à charger son truc, donc il se fait contrer en STF 2 fois même je crois. John Cena il fait son comeback classique, les coups de bélier, le slam, je sais plus comment ça s'appelle, into 5 knuckle shuffle. Il y a un spot que j'ai trouvé un peu joli, c'est quand Solo Sikoa il se dégage d'un attitude adjustment, il projette John Cena dans les cordes, il va le rattraper avec un Samoan drop qui était plutôt joli. Et puis il y a le finish que j'ai trouvé à la fois intéressant et qui à la fois a pas mal déçu les gens, et en tout cas a pas mal déplu aux gens. C'est comme je l'ai appelé la mise à mort de John Cena. Oui ça peut être un peu choquant, mais en gros Solo Sikoa il porte un premier Samoan Spike à John Cena, voilà,
on se dit bah fais le tomber, c'est bon, c'est fini. Solo Sikoa il va en porter un deuxième, on se dit que John Cena va peut-être se réveiller, faut arrêter Solo. Il le place, il va tenter un troisième, bon ça c'est bon, arrête frérot, ça passe. Il en tente un quatrième, ça passe. Et donc là, on se dit, bah il va faire le tomber, c'est bon quoi. Enfin, et non, il va enchaîner genre 28 Samoan Spike, je sais pas compter. À John Cena qui est décédé au sol. Et il va faire le tomber, victoire de Solo Sikoa. Mon prono était bon, je suis content du résultat. Après la manière dont ça a été amené, est-ce que ça valait le coup d'enterrer complètement John Cena comme ça? Je sais pas trop, ça a pas mal déplu aux gens. En tout cas le match m'a déplu, moi ça c'est sûr. Le résultat et le début du match je les ai trouvés intéressants, il y a eu 2-3 trucs. Mais le match est oubliable, vraiment totalement oubliable. Bon, on a eu un petit moment impromptu, un peu de légèreté après ce moment très choquant pour le public saoudien et le public de la WWE en général. Un Miz TV improvisé. Miz, il arrive et moi je me dis mais qui c'est qui va accueillir? Est-ce que c'est Kairi Sane qui arrive maintenant? Est-ce que c'est Randy Orton, CM Punk? Est-ce que c'est je sais pas, c'est Kenny Omega, c'est Will Ospreay? Je sais pas. Et non, il accueille comment il s'appelle déjà? Ibrahim Al-Hajjaj. Bon, c'est un acteur saoudien, je le connaissais absolument pas avant qu'il arrive. Mais le public saoudien était content, donc tant mieux, écoute. Et c'est là qu'on voit qu'on veut vraiment pusher le Miz en tant que babyface, parce que bah, tu le mets à accueillir une des plus grandes stars en Arabie Saoudite, en tout cas c'est comme nous on l'a vendu. Et ce qui va se passer après va nous le confirmer d'autant plus. Puisque Grayson Waller arrive pour virer le Miz TV et installer le Grayson Waller Effect, parce que c'est bien plus marrant quand même, c'est bien plus intéressant. Et donc il y a ce moment un peu à la con où Ibrahim il fait genre qu'il aime bien Grayson Waller et en fait il dit non, moi je préfère Miz TV. Du coup voilà. Mais bon voilà, Grayson Waller ça lui plaît pas, il se retrouve au sol et Ibrahim il fait un people's elbow, voilà, comme toutes les stars qui passent à la WWE, un Snoop Dogg il l'a fait, pourquoi pas lui. Un petit peu de légèreté avant d'enchaîner avec le prochain match que j'ai trouvé particulièrement cool aussi, puisque nous parlons du championnat des États-Unis de Rey Mysterio défendu contre Logan Paul. Et alors j'ai beaucoup aimé le match, mais il y a quand même quelques détails que j'ai trouvé un peu bizarre. On va commencer avec quelques enchaînements plutôt cool, ça m'a rappelé vraiment des Eddie Guerrero, Rey Mysterio, c'était plutôt cool. Alors il y a eu ce spot que j'ai trouvé impressionnant, c'est un springboard moonsault de Logan Paul, mais il est allé le chercher super loin. En gros, Rey Mysterio était vraiment plus loin que la moitié du ring par rapport à Logan Paul, si tu vois ce que je veux dire à peu près. Il est allé le chercher super loin, il est impressionnant ce mec. On a eu des références à plein de catcheurs, j'ai pas compris le délire, mais pourquoi pas, écoute. À un moment, Logan Paul il imite l'Ultimate Warrior en portant Rey Mysterio sur ses épaules et en enchaînant avec le splash derrière. Michael Cole il a parlé de Bruno Sammartino aussi à un moment, mais là j'avais pas la ref pour le coup, j'étais pas né en 70. À un moment aussi, il va charger son poing, il va imiter le Big Show, il va faire le chouchou comme ça. Et en fait, on va avoir une grosse domination de Logan Paul et il va y avoir un rythme assez lent qui va s'instaurer, un peu comme le match de Solo Sikoa quoi. Et il y a eu un moment où Logan Paul a sauvé la vie de Rey Mysterio, alors la vie ou alors peut-être il lui a évité une grave blessure. Rey Mysterio il partait pour un springboard, une espèce de moonsault où Logan Paul devait le rattraper sur ses épaules. Et en fait Rey Mysterio s'est bien raté et il n'est pas parti très loin et il a failli atterrir sur la nuque, vraiment sur la tête quoi. Et Logan Paul a réussi à le rattraper juste avant, vraiment il a posé les mains pour se rattraper Rey Mysterio, mais sans Logan Paul je donne pas cher de sa peau. Merci Logan. Bon on avance un petit peu dans le match et il y a eu ce spot, vraiment je trouve que ça a été impressionnant. Donc Logan Paul porte Rey Mysterio comme ça, comme si elle allait porter une back suplex comme ça où il le balance. Il était sur la deuxième corde et il a fait un moonsault avec Rey Mysterio dans les bras. Et il a plaqué au sol. C'était impressionnant, vraiment, je sais pas comment il fait. Et donc on arrive dans la fin de match où on a eu de la gruge, forcément. Et alors j'ai un truc à dire juste après, mais on y arrive. Donc, comme à SummerSlam, on a un gars de la sécurité, ou je sais pas, un complice en tout cas, qui vient donner discrètement un point américain à Logan Paul. Mais alors Rey Mysterio l'avait vu, ou alors je sais plus comment ça s'est passé vraiment. Mais il va lui mettre un coup à Logan Paul et le point américain va s'envoler à l'extérieur du ring. Donc le complice il va essayer de le récupérer, de le redonner à Logan Paul, mais non, Santos Escobar est là. Et donc là il y a ce moment de débilité, le QI négatif de Santos Escobar, qui a donc le point américain dans la main. Il veut attaquer, aller se battre avec le complice de Logan Paul, et avant de s'attaquer à lui, il pose sur le coin du ring le point américain. Mais frérot. Non, je trouve que ça aurait pu être un peu plus subtil que ça, ou alors à la limite tu fais intervenir Jake Paul pour l'attaquer dans le dos et que Jake Paul lui redonne le point américain, ou je sais pas. Non, Santos, débile, il remet le point américain dans le ring. Je trouvais ça un peu gros quand même. Et donc du coup vous en doutez, Logan Paul va s'en saisir, frapper Rey Mysterio avec et remporter le championnat des États-Unis. Nouveau champion, Logan Paul. Beaucoup de gens le voyaient venir. Certains seront déçus. Moi je suis plutôt curieux en tout cas de voir ce que ça va donner plus tard. Si ça peut permettre à Logan Paul déjà d'être un peu plus présent, je dis pas non. Victoire de Logan Paul, match plutôt cool. Et Rey Mysterio en 2-1 à Logan Paul. Et on enchaîne tout de suite avec le championnat de la WWE d'Io Sky défendu contre Bianca Belair. Le match était plutôt sympa mais vraiment oubliable et bien loin du
niveau qu'elles avaient donné à Backlash. Le public était pas dedans, comme on l'a dit au début. Et finalement, si ce match restera un petit peu dans les mémoires, c'est pour un événement qui se passera à la toute fin. Donc on va commencer avec un gros focus sur la jambe de Bianca Belair, parce qu'Inky Faye s'était blessé à SummerSlam avec une mauvaise chute. Et c'est ce qui lui avait coûté le titre après le cash-in de Io Sky. Donc Io Sky va beaucoup focus la jambe en frappant, en la tirant, en lui faisant des prises de soumission, tout ça. Bianca Belair va vendre le truc un peu trop même par moment. Mais alors à un moment, Bianca Belair elle a porté une German suplex de baiser. Vraiment Io Sky elle a tourné vraiment, elle est arrivée sur le ventre, c'est incroyable, vraiment très très joli. On s'y attendait, Bayley intervient pour distraire l'arbitre et Bianca Belair aussi je crois. Et donc on arrive au finish et à l'événement majeur de ce match. Encore une fois amené d'une manière très bizarre parce que l'arbitre en gros a le dos tourné et s'occupe d'Io Sky pendant 20 minutes pour aucune raison, vraiment Io Sky elle allait pas trop mal tu vois. Bianca Belair s'apprête à porter un KOD à Bayley à l'extérieur du ring et là, de nulle part, enfin de nulle part on le savait quand même, Kairi Sane qui avait re-signé avec la WWE fait son retour et sauve Bayley. Dans l'indifférence totale, le public s'en foutait, à croire qu'ils avaient pas vu. Donc du coup elle va porter son, je suppose c'était son finisher, j'avoue je sais pas trop. Tout ça dans le dos de l'arbitre, Bianca Belair parvient quand même à retourner dans le ring, mais Io Sky lui porte son moonsault et victoire d'Io Sky. Je m'y attendais pas, moi je m'attendais vraiment à ce que Bayley coûte la victoire à Io Sky sans le vouloir. Mais non je suis très content, Kairi Sane est de retour, Io Sky est toujours championne. Et il y a eu quelques détails plutôt intéressants. Il y a eu ce moment où Io Sky a voulu frapper Bianca Belair mais cette dernière a esquivé et du coup c'est Bayley qui a pris le coup. Et ce qui était intéressant c'est qu'Io Sky elle était pas forcément, elle avait pas l'air désolée d'avoir frappé sa pote. Et à la fin Io Sky a beaucoup célébré avec Kairi Sane dans le ring et on avait des plans sur Bayley à l'extérieur qui regardait ça en mode ouais pas ouf et moi alors. Donc on a pas mal spéculé lors du live hier. Est-ce que Io Sky et Kairi Sane vont partir de leur côté? Est-ce que Io Sky va partir d'elle-même du damage control pour s'allier à Kairi Sane? Est-ce qu'on va avoir un truc un peu à la Judgment Day où Damien Priest a du mal à accepter JD McDonough et du coup la Bayley aurait du mal à accepter Kairi Sane alors qu'Io Sky lui dit mais non, ce serait trop bien d'apprendre avec nous dans le damage control? Est-ce qu'on va avoir un face turn de Bayley? Est-ce que c'est Io Sky et Kairi Sane qui vont tourner face? Il faudrait que Dakota Kai revienne aussi pour qu'on ait un peu plus de précision et qu'on ait le fin mot de cette histoire. En tout cas ça va être très intéressant pour les semaines à venir et bon retour Kairi Sane. Victoire d'Io Sky, match pas mal, correct. On passe au pré-main event, un match que j'attendais particulièrement. Damien Priest, senior Money in the Bank et champion par équipe, affronte l'American Nightmare Cody Rhodes dans un 1 contre 1 normal, tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, grosse popularité de Cody Rhodes, le public là il chante. Là il y avait aucun problème, le public était de retour. Bon, Damien Priest ça le saoule, il attaque avant le début du match. Malgré tout, Cody parvient à prendre le dessus et c'est finalement sa cheville que Damien Priest avait violemment frappé lors de Raw qui va lui faire défaut et permettre à Damien Priest de reprendre le dessus dans le match. Bon, j'avance un petit peu parce que je me rappelle pas tout et finalement c'est un match qu'on aurait pu retrouver à Raw. Damien Priest enlève les protections des tables des commentateurs, mais c'est Cody Rhodes qui lui met Damien Priest sur la table des commentateurs. Cody Rhodes monte à son tour sur la table des commentateurs pour certainement porter son Crossroads sur la table, mais non, Damien Priest retourne la situation et porte son Reckoning sur la table des commentateurs, c'était pas mal. Et donc là il y a le classique match du Judgment Day qui arrive. Finn Balor vient distraire Cody Rhodes et l'arbitre. Pendant ce temps là, Cody Rhodes il a le dos tourné, JD McDonough il arrive dans le ring, il le retourne, il tente de le frapper, mais non, Cody Rhodes il est trop fort donc il frappe JD McDonough. Damien Priest porte un chokeslam à Cody Rhodes, il se dégage à deux. Et après il y a Dominic Mysterio qui arrive, mais maintenant il se prend un super kick de Jey Uso il super kick tout le monde. Cody Rhodes porte un cutter depuis la 3ème corde, bon ça c'était un peu plus loin je crois, j'ai peut-être pris un raccourci. Et il y a le finish qui arrive qui m'a beaucoup dérangé, qui me dérange beaucoup sur quasiment tous les matchs de Cody Rhodes. Cody Rhodes part pour un Crossroads. Bon, à la limite, fait le tomber maintenant, mais non, il enchaîne 2 Crossroads encore, il fait son triple Crossroads que je déteste, c'est insupportable. Et il va remporter la victoire, le match était décent, mais bon, tu peux voir la même chose à Raw. Donc voilà, un peu déçu quand même. Bon allez, il est temps de passer au gros de la soirée. Le main event, LA Knight, yeah, affronte le champion disputé de la WWE, Roman Reigns. Bon déjà, énorme atmosphère, l'entrée d'LA Knight, incroyable, le public était à fond. Ils avaient tous leur petit papier avec marqué yeah. C'est le yeah movement, incroyable la popularité d'LA Knight. C'est incroyable l'atmosphère que dégage ce match. T'as LA Knight qui est la superstar la plus populaire actuellement à la WWE face à Roman Reigns qui est le méchant, le boss final de la WWE. Grosse atmosphère, grosse attente, le public est à fond. Le public a fait le match vraiment, c'est le public est le gros point fort de ce match, vraiment. Bon, vous en doutez, ça démarre fort, LA Knight prend le dessus, ça fait yeah à chaque coup, yeah. Roman Reigns parvient à reprendre le dessus et va faire cette taunt qui a déjà fait le tour de Twitter. Il va imiter LA Knight en mode comme ça là, pas sûr. Meilleur moment de la soirée avec Shayna Baszler et Logan Paul qui sauve la vie de Rey Mysterio, voilà. Roman Reigns va beaucoup provoquer la foule et inversement, même la foule va plus provoquer Roman Reigns que l'inverse. Ça va insulter Roman Reigns, ça va dire you suck, il va y avoir des assholes aussi. Et Roman
Roman Reigns va reprendre l'avantage, il va de nouveau imposer son rythme, et pendant une prise de soumission on va avoir des chants CM Punk, c'est pas une blague, oui. Mais comeback d'LA Knight, yeah, partout ça fait des yeah, toujours. On a encore une tentative de People's Elbow d'LA Knight, mais Roman Reigns va se relever et porter un Superman Punch. Et bon, on s'y attendait, Solo Sikoa attend d'intervenir, mais il est retenu par la sécurité sur la rampe. Pendant ce temps-là, alors je crois que c'est à ce moment-là, LA Knight il porte son finisher, son BFD, je sais plus vraiment. Sur Roman Reigns, la tentative de tomber, et on pensait que c'était fini. On a cru, mais non, Jimmy Uso vient tirer le pied de Roman Reigns pour le mettre dans les cordes, et donc le tombé n'est pas valide. Bon, du coup LA Knight il est pas content, il va à l'extérieur, il va attaquer Jimmy Uso, mais pendant ce temps là Roman Reigns il va lui mettre un Superman Punch. Il met une spear à LA Knight, mais ce dernier se dégage. Là Roman Reigns il doute, il se pose beaucoup de questions, il sait pas comment il va s'en sortir, il est... Au moins pour ça il déçoit jamais, les expressions faciales, c'est tout son acting. Et à un moment il part pour la guillotine. Alors là ça refroidit toute la salle, et LA Knight s'en sort. Incroyable. Ah non, attends, je me suis gouré. Attends, non, Jimmy il a intervenu une première fois pour sauver Roman Reigns de je sais plus quoi. Non, du coup, Roman Reigns il part pour sa guillotine. Et LA Knight s'en sort une première fois. Mais Roman Reigns il repart pour la guillotine. Et LA Knight s'en ressort une deuxième fois. Il repart pour la guillotine une troisième fois. Et LA Knight s'en ressort et il porte son finisher, le BFT, je sais plus. Et c'est là, du coup, que Jimmy Uso va sauver Roman Reigns en mettant son pied dans les cordes. Voilà, j'ai pris quelques raccourcis, je me suis un peu paumé dans mes notes. Mais voilà, le résultat il est là, LA Knight il est pas content. Donc il va détruire Jimmy Uso en le fracassant à multiples reprises sur la table. Roman Reigns il vient s'en mêler, lui aussi il se fait fracasser à multiples reprises sur la table. Jimmy passe à travers la table, LA Knight prend une spear de Roman Reigns à travers la barricade. Roman Reigns va remettre LA Knight dans le ring, enchaîné avec une deuxième spear. 1, 2, 3. Victoire de Roman Reigns. Alors j'avoue que le finish, je m'attendais pas à ce que ça tombe comme ça, tu vois. À la limite que la dernière spear elle passe, et je m'attendais à ce qu'LA Knight se dégage et qu'on parte encore pour 10 minutes derrière, tu vois. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que mes attentes étaient trop grandes, j'avais un feeling d'inachevé. Vraiment il manque quelque chose à ce match, alors que pourtant c'était plutôt bon et le public a vraiment rendu hommage à ce match et à l'histoire qui a été racontée. En tout cas voilà, on reste avec une victoire de Roman Reigns qui était largement prévisible. Et c'en est fini de Crown Jewel 2023. Donc mon ressenti global, je suis ressorti du show sans vraiment savoir quoi penser en fait. J'ai dit ça pour le match Roman Reigns et LA Knight, mais dans la globalité du show j'avais peut-être beaucoup trop d'attentes et au final j'ai été déçu par pas mal de matchs. Solo Sikoa, John Cena, sur l'affiche elle a l'air alléchante au début, mais non, tu te rends compte que c'était pas ouf. Le public n'a pas rendu hommage au match féminin qui pourtant était plus que correct. Quand même mention spéciale au Fatal 5-Way qui m'a pas mal surpris, j'ai beaucoup aimé. Cody Rhodes, Damien Priest, bon bah c'était sympa quoi, c'était décent, mais encore une fois ça aurait pu être haro. Le show était correct, c'était plutôt bon quand même. On n'est pas sur le meilleur show de l'année, mais ça reste bon, donc n'hésitez pas quand même à aller le découvrir. Mais le truc c'est que c'était pas mal prévisible, et les attentes étaient peut-être un peu trop grandes pour certains matchs. Et voilà qui marque la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Parlez de la chaîne autour de vous, on vise les 600 abonnés avant la fin de l'année, je compte sur vous. Pour le moment j'ai pas de gros concepts travaillés autour du catch, mais vous inquiétez pas, j'ai préparé quelques trucs plutôt intéressants. J'ai écrit une petite vidéo plutôt marrante qui va retracer une partie de l'histoire du catch, ça devrait vous plaire, j'espère en tout cas. Je vous en dis pas plus, ça sortira d'ici fin novembre je pense. En tout cas n'hésitez pas à me proposer des idées pour qu'on parle de catch, ça peut être cool, parce que bon là il y a les Survivor Series qui vont arriver, on va faire les previews, la review, forcément, mais il faut des concepts aussi. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous en masse, abonnez-vous à balle, abonnez-vous en file indienne, voilà, vous êtes tous ensemble là, il y a 10 000 personnes qui font la file pour s'abonner à la chaîne de Gaël, et ça c'est cool du coup. Et puis bah sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos, c'était Gaël, arrivederci.